Dans l'ombre d'un théâtre oublié, une mélodie ancienne réveille les secrets que le silence croyait avoir étouffés. Un parfum, une lettre, un masque, et la vérité s'invite, masquée, elle aussi. Ce soir, les chandelles éclairent plus que des visages. Elles révèlent des âmes. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire? Et quelle heure est-il chez toi? Alors, allons-y. Je dois à Hercule Poirot, une fois de plus, une parenthèse aussi inopinée que mémorable dans le cours tranquille de mon existence. C'est à bord d'un paquebot, remontant doucement le Bosphore, que je retrouvai mon vieil ami, assis dans un fauteuil de rotin, les moustaches soigneusement cirées, contemplant la ville d'Istanbul avec une satisfaction sereine. « Mon cher Hastings, dit-il en m'apercevant, vous arrivez juste à temps pour le lever du rideau. » Je haussai un sourcil. Le rideau? Celui de l'Opéra impérial, naturellement. Nous sommes les invités de Kemal Bey, un homme de raffinement extrême et accessoirement directeur de la scène la plus ancienne de cette ville. Il semble que le théâtre souffre d'un malaise. Il me tendit une lettre dont le papier sentait la rose séchée. J'y lus quelques lignes tracées d'une main nerveuse, où l'on évoquait une étrange présence, des incidents nocturnes et une certaine cantatrice qui avait perdu connaissance en plein air de Bellini. Je refermai le feuillet, intrigué. Une énigme turque, donc? Poirot hocha lentement la tête. Non, mon ami, une tragédie en gestation. Et il est temps pour nous de trouver la clé avant que le rideau ne tombe pour de bon. Dès le lendemain, nous fûmes conduits dans l'enceinte majestueuse de l'Opéra impérial. Kemal Bey, un homme mince au regard pénétrant, nous accueillit avec une politesse teintée d'inquiétude. « Elle s'est effondrée ici, monsieur Poirot, » dit-il en désignant une loge latérale au 3e balcon. Madame Yassemin chantait seule sur scène. Soudain, elle s'est figée, puis elle a crié. Une voix, dit-elle, une voix venue du vide. Je frissonnai en regardant la loge en question. Elle était vide, certes, mais une étrange impression s'en dégageait, comme si la lumière y était plus froide. Poirot grimpa, sans un mot les marches en colimaçon, menant aux hauteurs. Il inspecta la loge, toucha la rambarde, ferma les yeux un instant. « Il n'y avait personne, naturellement ?» demanda-t-il au directeur. Celui-ci secoua la tête. « La loge est inoccupée depuis des années. Certains l'évitent, pour des raisons absurdes, superstition. » Poirot, déjà redescendu, lança d'un ton pensif. « Quand les esprits apparaissent sur scène, mon ami, c'est souvent pour masquer les manœuvres bien terrestres de quelqu'un de très réel. » Nous suivîmes Kemal Bey à travers les coulisses de l'opéra. L'endroit, pourtant vide en journée, semblait respirer. Des décors gigantesques, voilés de toiles, se dressaient comme des géants endormis. Des odeurs de bois, de poussière et de cire formaient un parfum singulier, presque religieux. Une cantatrice en robe d'essayage croisa notre route, les yeux baissés. Un machiniste nous salua avec raideur. Poirot, toujours attentif, s'arrêtait fréquemment. Une corde effilochée, une serrure ancienne, un tableau représentant une scène tragique. Ce théâtre est un labyrinthe, Hastings. Mais chaque labyrinthe a un centre, un cœur. Je ne répondis pas immédiatement, frappé par l'étrangeté du lieu. L'acoustique semblait piéger nos pas. Un homme âgé, assis sur une caisse, nous lança tout bas. Le dernier qui a voulu découvrir le secret de la loge numéro 7 a fini par perdre la voix, définitivement. Je crus à une plaisanterie. Poirot, lui, demeura impassible. « Voilà qui mérite d'être vérifié, » murmura-t-il. « Ce théâtre a des fantômes, mais peut-être aussi des témoins. » L'après-midi même,
Nous assistâmes à une répétition générale dans la salle obscure. L'orchestre s'accordait, les voix s'échauffaient en coulisses. La tension flottait dans l'air comme une corde prête à se rompre. La soprano Yasémine, grande, pâle, mais digne, fit son entrée. Sa voix tremblait légèrement, mais elle tenait son rôle avec courage. À ses côtés, le baryton à Luc semblait inquiet, son regard ne cessant de balayer les loges vides. Poirot, assis à mes côtés dans la pénombre, observait davantage les visages que la musique. « Le trac ?» demandai-je doucement. « Non, Hastings, la peur, ce n'est pas la même chose. » Un technicien trébucha, une partition tomba. Un éclairage vacilla. Personne ne riait. Le chef d'orchestre leva sa baguette. L'air s'éleva. Le ténor fit son entrée, voix puissante, geste large. Mais un accroc semblait flotter, derrière chaque mesure. La musique, magnifique, était rendue fragile par quelque chose d'indicible. Et Poirot, bras croisés, fronçait les sourcils. Ce n'est pas une simple angoisse collective. Quelqu'un ici veut que cette représentation échoue, et il agit dans l'ombre, comme le ferait un metteur en scène invisible. Ce fut au moment précis, où l'air atteignait son sommet dramatique, que cela se produisit. Une note aiguë, poignante, pure, presque douloureuse, s'éleva dans la salle, un souffle suspendu dans l'obscurité. Puis, sans avertissement, les projecteurs clignotèrent, une fraction de seconde, et le silence tomba brutalement. Le ténor chancela. Je me levai, mais il était trop tard. Il tituba vers le rideau avant de s'effondrer de tout son long, le visage tourné vers les coulisses. Des cris fusèrent. La soprano laissa tomber sa partition. Une musicienne pleurait. Poirot bondit de son siège et se fraya un chemin à travers les rangées. « Restez ici, Hastings », lança-t-il, sans même se retourner. Mais j'étais déjà derrière lui. Le médecin du théâtre arriva peu après, blême. Il toucha le cou du chanteur. « Il est mort », dit-il d'une voix blanche. Poirot, accroupi près du corps, effleura du doigt le col amidonné. Il ne prononça pas un mot. Je vis ses yeux s'attarder sur les câbles suspendus au-dessus de la scène, puis sur le plancher, où un éclat de métal semblait briller faiblement. « Mon Dieu !» soufflai-je. « Est-ce un accident ?» Poirot se redressa, lentement. « Peut-être, mais si c'est le cas, c'est un accident, admirablement orchestré. » L'opéra avait été évacué dans un silence presque religieux. Seul restait Kemal Bey, 2 machinistes, Poirot et moi-même. Le corps du ténor avait été recouvert d'un drap. Mais dans l'esprit de mon ami, l'action, elle, continuait. « Hastings, dit-il calmement, pourquoi cette note? Pourquoi cet instant précis ?» Je tentai une réponse. Peut-être un choc émotionnel? Il secoua la tête. « Non, mon ami. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal, une rupture soigneusement choisie. » Il se pencha sur la scène, examina l'éclat métallique trouvé quelques instants plus tôt. C'était une minuscule tige d'acier, recourbée à une extrémité. Et ceci, voyez-vous, ne fait pas partie du décor habituel. Kemal Bey, blême, s'approcha. « Monsieur Poirot, que voulez-vous dire ? Que le théâtre, comme tout art, exige précision et dissimulation, et que quelqu'un ici a su conjuguer les deux pour tuer. Je compris alors que l'affaire ne faisait que commencer, et que dans les coulisses feutrées de l'Opéra d'Istanbul, la mort avait revêtu un costume de velours noir. Nous pénétrâmes dans les profondeurs du théâtre avec la même précaution que l'on accorde à un lieu sacré. Les couloirs s'étiraient en un réseau complexe, de galeries étroites, de trappes dissimulées, de portes grinçantes et de recoins dissimulés par des rideaux épais. L'odeur de vernis anciens, de colle et de bois chauffés
nous enveloppait comme un manteau oublié. Poirot marchait devant moi, concentré, effleurant de la main chaque mur, chaque poignée, comme s'il cherchait une respiration dans la pierre elle-même. Ce théâtre est un organisme vivant, mon ami. Il a ses poumons, ses artères, son cœur, et peut-être ses secrets enfouis. Je restais silencieux, absorbé par cette atmosphère étrange, presque onirique. Tout semblait figé dans une attente séculaire. Un rideau brodé de dorure pendait dans un couloir latéral. Plus loin, une lampe à huile vacillait, encore au-dessus d'un banc vide. Nous descendîmes 2 volets de marches étroites, jusqu'à une lourde porte verrouillée par une chaîne rouillée. Kemalbey nous avait remis la clé. Poirot introduisit lentement celle-ci dans la serrure. Un cliquetis discret répondit. La porte s'ouvrit, sur une obscurité dense et un silence bien plus lourd que celui de la scène. Nous pénétrâmes dans ce qui semblait être une loge murée, laissée à l'abandon depuis des décennies. La poussière y régnait en maîtresse, couvrant chaque surface d'un voile épais. Les miroirs ternis ne reflétaient plus rien. Un fauteuil éventré trônait au milieu de la pièce, comme un vestige d'une présence disparue. Poirot alluma une petite lampe de poche qu'il portait dans sa poche intérieure. Il balaya la pièce avec lenteur. Son regard s'arrêta soudain sur une fissure dans le plancher. Il s'agenouilla, écarta quelques planches disjointes, et je vis alors son expression se figer. Il tendit la main avec précaution et en ressortit un objet enveloppé dans un linge jauni. Il le défit doucement, révélant un masque de théâtre d'une facture singulière. Bois sombre, incrustations dorées, lignes austères. Mais ce qui me frappa le plus, c'était son expression figée, ni comique ni tragique, mais profondément humaine, une sorte de mélancolie sculptée. Ottoman, probablement, murmura Poirot. Fin XIXe siècle, il a servi, je pense, dans les représentations impériales. Je m'approchai. Le masque me mit mal à l'aise. Qui aurait caché cela ici? Poirot. Il referma lentement le linge autour de l'objet. Celui qui savait que l'art peut survivre à l'oubli. Ou celui qui voulait que son visage reste hors de portée. Nous remontâmes en silence. Dans les couloirs, quelques employés avaient repris leurs occupations, mais leurs regards se détournaient dès que nous approchions. La rumeur de la mort du ténor s'était répandue, et avec elle, un silence méfiant. Poirot s'arrêta près d'un petit bureau où une costumière triait des rubans fanés. Il lui adressa un salut aimable, puis glissa une question anodine sur l'ancien personnel de l'opéra. Elle hésita, puis, baissant la voix, évoqua une légende connue de quelques anciens, une chanteuse arménienne, réputée pour sa beauté et sa voix d'or, disparue sans explication en 1915. Certains disaient qu'elle avait fui, d'autres qu'elle avait été enlevée. Elle chantait dans cette même loge, dit-elle, en désignant celle que nous venions d'explorer. Numéro 7. Après elle, plus personne ne l'a occupée. Trop de mauvais présages. Poirot l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'elle se tut, il lui demanda doucement « Comment s'appelait-elle » ? « Liraz Markarian. » Elle croisa les bras, nerveuse. « Mais ce nom n'est plus prononcé ici. » Alors que nous reprenions notre marche, Poirot murmura à mi-voix « Quand une histoire refuse de mourir, Hastings, c'est qu'elle attend d'être résolue. » Nous retrouvâmes Kemalbey dans son bureau, un salon feutré, orné de portraits officiels. Il nous accueillit avec son calme habituel, mais ses yeux se durcirent lorsqu'il vit le masque que Poirot déposait sur la table. Je croyais cette loge condamnée, monsieur Poirot. Pourquoi aller chercher là ce que d'autres ont voulu oublier? Poirot s'assit
croisa les mains, puis répondit avec douceur « Parce que, cher monsieur, l'oubli n'est pas toujours innocent, et certaines vérités, même enterrées, remontent avec la poussière. » Le directeur se leva, visiblement agacé. « Des superstitions ridicules, des rumeurs qui circulent depuis un siècle. Je dirige un opéra, pas un cimetière. » Poirot le fixa longuement. « Vous savez pourtant, n'est-ce pas, qu'un homme est mort hier, et que ce masque, ce simple objet de théâtre, se trouvait à quelques pas de la scène. » Kemal Bey évita son regard, puis il haussa les épaules. Une coïncidence, rien de plus. Mais moi, j'avais perçu dans sa voix une note discordante, infime mais réelle, le genre de note qu'un fin musicien ne manquerait jamais d'entendre. Poirot, lui, semblait l'avoir entendu aussi. Nous regagnâmes les loges dans un silence méditatif. Le masque était soigneusement emballé, et Poirot le portait comme s'il s'agissait d'un document précieux. Il s'arrêta à plusieurs reprises, touchant du doigt les cadres des portes, observant les moulures effacées, puis, alors que nous traversions un petit couloir attenant à la scène, il s'arrêta net. « Hastings, sentez-vous cela ?» Je fronçai le nez. Une fragrance subtile flottait dans l'air. Un parfum de rose, mais ancien, poudré, presque fané. Rien d'agressif, une senteur qui semblait sortie d'un autre temps. Poirot ferma les yeux un instant, puis souffla. Attarde rose, ou quelque chose d'approchant. Mais non, ce n'est pas une fragrance moderne. Nous suivîmes la trace invisible du parfum jusqu'à une loge vide. Là, l'odeur était plus prononcée, comme si elle avait imprégné les murs. Poirot examina les tiroirs, les coussins, les doublures des rideaux. Ce parfum, Hastings, a disparu du commerce depuis 1914. Il était fabriqué en petite quantité à Smyrne et connu des seules maisons d'Orient. Je restais interdit. Mais alors, quelqu'un ici, il hocha la tête, quelqu'un fait revivre le passé, délibérément ou inconsciemment. Et cela, mon ami, c'est le parfum de la mémoire ou du deuil. Nous quittâmes les loges tandis que le soleil déclinait sur les vitraux de l'opéra. Une lumière orangée baignait les couloirs, mais Poirot semblait loin de toute beauté extérieure. Il marchait lentement, les mains derrière le dos, l'esprit absorbé. Il avait ce pli au front que je lui connaissais bien, celui qu'il n'arborait que lorsque l'énigme commençait à prendre forme. Le masque, le parfum, la loge murée, et un mort, tous liés, mais comment, murmura-t-il. Je n'osais pas interrompre son fil. Après quelques pas, il s'arrêta, fixant un point du sol, comme s'il attendait qu'une voix surgisse du marbre, puis, très bas, « Ce n'est pas le crime que je redoute le plus, Hastings, c'est le mobile. » Je haussai un sourcil. « Vous pensez qu'il s'agit d'une vengeance. » « Je pense qu'il s'agit d'un hommage. » Il se redressa, et son regard, soudain, était plus aigu que jamais. Et lorsqu'un hommage prend la forme d'un meurtre, alors c'est que l'émotion a dépassé la raison. Il nous faut trouver celui ou celle qui aime trop. Dès le lendemain matin, l'opéra impérial avait changé de tonalité. Les couloirs semblaient plus étroits, les regards plus fuyants, les pas plus feutrés. La rumeur de la mort du ténor s'était répandue comme une brume acide, et personne n'osait évoquer frontalement ce qui planait dans l'air. Poirot, imperturbable, avait revêtu cette attitude de tranquille assurance que je lui connaissais bien. Il ne harcelait pas les gens de questions, non. Il écoutait, il observait, il ponctuait parfois d'un simple « vraiment » qui suffisait à troubler le plus sûr des menteurs. Nous interrogeâmes d'abord les machinistes, puis le régisseur de plateau, un homme sec aux mains noueuses.
Tous témoignaient d'un malaise croissant dans les jours ayant précédé la tragédie. Certains parlaient de chutes d'objets, d'ombres fugitives, de voix entendues la nuit. D'autres, plus prudents, disaient simplement que quelque chose n'allait pas. Dans les coulisses, les artistes répétaient à voix basse. La soprano Yasmine semblait pâlie, mais elle se tenait droite. Son regard croisait celui de Poirot avec une sorte de défi discret. À l'inverse, un jeune baryton au visage anguleux semblait vouloir éviter tout contact. Je soufflai à l'oreille de mon ami. « Celui-là, je ne le sens pas. » Poirot répondit simplement. « Alors allons le sentir de plus près. » Il s'appelait Arman Kara, 28 ans, selon le dossier fourni par Kemal Bey. Une voix puissante, mais un tempérament instable, d'après le chef d'orchestre. Quand nous l'approchâmes, il feignit la surprise, mais son regard était déjà sur la défensive. Poirot s'assit nonchalamment sur une caisse de costumes et l'invita d'un geste à s'asseoir. Arman s'exécuta à contre-cœur. « Monsieur Kara, » dit Poirot d'un ton parfaitement amical, « je suis certain que vous souhaitez, comme nous tous, que cette tragédie soit élucidée. Vous avez bien connu le défunt, n'est-ce pas? Nous partagions la scène, c'était un collègue. Et rien de plus? » Un silence, puis, d'un ton sec, « Non. » Je vis que Poirot observait non pas les mots, mais la tension dans les mains, le battement de la tempe, le pli du menton. Puis il reprit, plus doucement. « Il se murmure pourtant que votre voix n'était pas la seule à rivaliser avec la sienne, que vous partagiez aussi un cœur convoité. » Arman se redressa brusquement. « Ce sont des ragots. » Poirot ne répondit pas. Il sortit de sa poche un mouchoir plié en triangle, brodé d'un monogramme « Yo ». Le regard du jeune homme vacilla. « Elle vous aimait ?» demanda Poirot, sans insister. Il ne répondit pas, mais il ne le nia pas non plus. Nous la trouvâmes seule, dans une petite salle de répétition attenante à la scène. Assise droite, la harpe inclinée contre son épaule, elle effleurait les cordes sans vraiment jouer. Son visage, que je vis pour la première fois en pleine lumière, portait les traces visibles d'un ancien accident. Une cicatrice fine, presque élégante, courait de la tempe à la mâchoire. Poirot s'approcha lentement, comme s'il redoutait de troubler un équilibre délicat. « Mademoiselle Lal, permettez que je m'asseye un instant. » Elle acquiesça d'un signe de tête. Son regard était clair, mais insondable. « Vous étiez présente, n'est-ce pas, lors de la chute de Monsieur Demire? Je l'ai vu, de loin. » Poirot hocha la tête. « Il paraît que vous avez quitté Istanbul autrefois, après un événement difficile. » Elle ne broncha pas. Beaucoup de gens sont partis, certains sont revenus. Il resta silencieux un moment, puis demanda très doucement « Avez-vous connu le nom de Liraz Markarian ?» Un tremblement, imperceptible, agita sa main sur les cordes, puis elle referma la couverture sur la harpe. « On m'a raconté des choses, des légendes, des silences. » Poirot se leva. « Parfois, mademoiselle, les silences parlent plus fort que les cris. » Et dans ce silence tendu, nous laissâmes résonner une vérité encore voilée. Au fil des heures, la présence de Poirot dans les couloirs ne passait plus inaperçue. Si certains continuaient de le saluer avec politesse, d'autres détournaient le regard, s'esquivaient, murmuraient après son passage. Je vis même un accessoiriste se signer discrètement en nous croisant, comme s'il craignait d'être frappé par le malheur, rien qu'à croiser les yeux du détective. « Tu vois, Hastings, » dit Poirot avec un mince sourire, « l'on accepte volontiers les questions, tant qu'elles ne menacent pas d'éclairer ce que l'on préfère taire. » Certains refusaient désormais de parler autrement que par monosyllabes.
une jeune costumière sanglotait dans un coin, sans vouloir expliquer pourquoi. Le chef d'orchestre, homme d'ordinaire affable, nous fit clairement comprendre qu'il avait autre chose à faire que répondre à des questions sur les souvenirs d'un ténor défunt. Il devenait évident que Poirot dérangeait un équilibre fragile, une paix sociale fondée sur l'oubli, les conventions et la peur du scandale. Et plus l'hostilité croissait autour de nous, plus mon ami semblait se renforcer, comme si cette résistance confirmait, dans son esprit, l'existence d'un nœud invisible au cœur même du théâtre. Quelqu'un ici, Hastings, espérait que le rideau resterait fermé. Mais hélas pour lui, il ne connaissait pas Hercule Poirot. Ce fut cette nuit-là, alors que nous séjournions encore à l'hôtel Peyrat Palace, que l'incident se produisit. J'avais le sommeil léger depuis notre arrivée, sans doute cette atmosphère chargée de tension, ces regards ambigus, ces phrases interrompues. Et il devait être un peu plus de 2 heures lorsque j'entendis un bruit étouffé venant de la chambre contiguë à la mienne. Poirot dormait d'habitude profondément, mais l'idée qu'on puisse le déranger sans son accord me parut immédiatement suspecte. Je me levai doucement, enfilai ma robe de chambre et ouvris sa porte restée entr'ouverte. Un souffle d'air me parvint, et dans l'ombre, une silhouette inclinée sur la malle de mon ami. Je n'hésitai pas. « Hé, qui va là ?» La forme se redressa d'un coup, se heurta à la table basse dans un fracas sec, puis se précipita vers le balcon. J'eus tout juste le temps d'apercevoir une veste sombre et une écharpe claire avant que l'intrus ne disparaisse dans la nuit stambouliote. Poirot, réveillé par le tumulte, apparut derrière moi, les moustaches froissées, mais les yeux vifs. « Vous n'avez rien vu de son visage, Hastings ?» Je secouai la tête. Rien. Seulement, il savait exactement ce qu'il cherchait. Poirot acquiesça, pensif. C'est ce qui m'inquiète le plus. Au petit matin, alors que la ville s'éveillait lentement, sous les brumes du Bosphore, nous nous rendîmes au Théâtre. Le concierge, un vieil homme discret mais attentif, nous fit signe de venir sans bruit. Dans la cour intérieure, une cour de service que l'on atteignait qu'en traversant les sous-sols, il avait trouvé un tas de cendres à demi dissimulé sous une grille. Poirot s'agenouilla aussitôt et, du bout d'un mouchoir, recueillit un fragment à peine noirci. Je reconnus immédiatement le papier vélin sur lequel étaient autrefois imprimées les partitions du théâtre. Une portée musicale apparaissait encore, griffonnée à l'encre brune, avec une signature raturée. Poirot se releva lentement. Ce n'était pas une partition ordinaire, Hastings. C'était un original, peut-être même un manuscrit personnel. Vous croyez que notre visiteur d'hier soir? Non. Il s'agit d'une autre main, moins précipitée, moins paniquée, celle de quelqu'un qui ne veut pas qu'un passé musical refasse surface. Il fixa les cendres, songeur. Quand on brûle la musique, Hastings, ce n'est jamais le silence qu'on redoute. C'est ce qu'elle pourrait encore faire entendre. Ce même soir, incapable de dormir, je regagnais l'opéra peu avant minuit. Il m'arrivait parfois de chercher le sommeil en marchant. Et cette nuit-là, mes pas me conduisirent tout naturellement vers la scène. Tout était plongé dans l'ombre, à l'exception d'une faible lumière venant du haut des cintres. Le rideau était levé, la salle vide. Seule ma respiration troublait ce silence d'église. Et soudain, un mouvement. Là-haut, derrière le rideau latéral, une silhouette indistincte venait de glisser entre 2 coulisses. Je crus distinguer un pan de robe, ou une cape, peut-être même des cheveux clairs. Je gravis les escaliers du balcon, en retenant mon souffle, mais lorsque j'atteignis le point d'où j'avais vu la forme, il n'y avait plus rien,
rien, sauf une odeur, à peine perceptible, de rose ancienne. Je restai là un long moment, les mains sur la rambarde, le cœur battant. Je n'en parlais pas à Poirot tout de suite. Je ne savais pas encore si j'avais vu un fantôme, ou le souvenir d'un fantôme. Mais une chose était certaine. Quelqu'un, quelque part, jouait encore un rôle sur cette scène. Le matin suivant, guidé par une intuition que je commençais à reconnaître, Poirot demanda à explorer les réserves techniques de l'opéra. Kemal Bey hésita, puis nous fit remettre une clé marquée d'un chiffre effacé. Nous descendîmes dans un sous-sol humide, au sol jonché de sciure et de fragments de décors abandonnés. Il y avait là des malles éventrées, des châssis rongés par le temps, des étoffes repliées sur elles-mêmes comme des robes de deuil. Poirot fouillait sans hâte, avec cette précision qui lui était propre. Soudain, il s'arrêta. Il avait trouvé, dissimulé sous une bâche délavée, un épais rideau de Seine, d'un rouge profond, presque pourpre, soigneusement roulé sur lui-même et attaché de ficelles. Il le déroula partiellement, et je reculai malgré moi. Au bas du tissu, en bordure, une large tache brunâtre s'étalait comme une brûlure ancienne. Poirot l'effleura du bout des doigts. Du sang, Hastings, et pas une projection récente. Il souleva le rideau, cherchant l'accroche. Voyez comme il allait plié, précautionneusement, presque, avec respect. Je regardais les franges dorées, usées, mais encore splendides. Un crime, Poirot? Il hocha lentement la tête. Un acte, une scène, et surtout, une volonté de cacher ce qui aurait dû être exposé. Nous avions rapporté dans la loge de Poirot quelques vêtements anciens retrouvés avec le rideau, pour les examiner à la lumière du jour. L'un d'eux attira mon attention, un costume masculin aux broderies orientales, visiblement taillé pour un rôle de dignitaire ottoman. Je le manipulai distraitement lorsque mes doigts heurtèrent une irrégularité à l'intérieur de la doublure. Je palpai de nouveau. Quelque chose y était cousu. Poirot, tenez. Il se pencha, ses yeux brillants d'intérêt. Il prit une petite paire de ciseaux et fendit discrètement la couture. Il en retira un mince paquet, enveloppé dans un papier de soie craquant. Il déplia le tout avec soin. À l'intérieur, une série de lettres, jaunies mais lisibles, reliées par un simple ruban noir. L'écriture était élégante, parfois nerveuse. Poirot posa la main sur la première page, la lut silencieusement, puis leva les yeux vers moi. Une voix oubliée, Hastings, une voix qui n'a jamais été entendue dans cette salle. Je pris la seconde lettre. Elle était adressée à un certain Louis C. et signée simplement L. Mon cœur se serra, en pensant à ce qui avait dû pousser une chanteuse à dissimuler ainsi une partie d'elle-même. Poirot referma le paquet. Il est temps, mon ami, que nous laissions ces mots parler enfin. Ce que nous découvrîmes dans cette correspondance allait bien au-delà d'un simple échange galant. Les lettres formaient un journal fragmentaire, une confession voilée, pleine de tendresse, de crainte, de passion contenue. Liraz Markarian, car c'était bien elle, écrivait à un certain Louis Cazeneuve, lieutenant français, affecté à Istanbul au printemps 1915. Leur liaison avait été brève, semble-t-il, mais d'une intensité déchirante. Ils s'étaient rencontrés lors d'une réception à l'ambassade de France, où Liraz avait chanté. Elle évoquait ses doutes, sa peur d'être vue, son isolement au sein de la troupe. « Je chante chaque soir pour un public qui ne m'écoute pas », écrivait-elle. « Mais pour vous, Louis, je chanterai même dans le silence. » Puis, le ton changeait. Des rumeurs de tension, une menace voilée. Elle parlait d'un regard dans les coulisses,
d'un avertissement murmuré à l'oreille d'un directeur. Une lettre plus brève, griffonnée à la hâte, disait simplement « Si je disparais, ce sera parce que je vous ai aimé plus que la prudence ne l'autorise. » Poirot, silencieux, tenait la dernière page entre ses doigts gantés. Le crime passionnel, Hastings, est parfois le masque d'un crime politique, et les lettres d'amour, les témoins les plus dangereux. Parmi les lettres, il y avait une enveloppe plus petite, de papier plus fragile, dont l'encre semblait presque effacée. Sur le devant, un prénom avait été écrit, puis soigneusement rayé d'un trait noir. Poirot s'attarda longuement sur ce détail. À l'intérieur, une note très courte tremblait, bouleversante de simplicité. L'enfant est né. Je ne dirai pas où je l'ai confiée. C'est une fille. Elle portera un autre nom. Je sentis ma gorge se nouer. Liraz, abandonnée par son amant, ou séparée de lui par les événements, avait dû faire ce que tant d'autres femmes avaient fait dans les temps troublés, taire sa maternité. Poirot tourna l'enveloppe plusieurs fois. Le nom, Hastings, aurait tout changé. Mais le geste même de le rayer est un aveu. Elle l'a écrit, puis elle a reculé. Il s'interrompit. Cela signifie qu'au moins une personne, à cette époque, savait. Je suivis son raisonnement avec lenteur. Et si cette fille avait grandi ici, sans connaître son origine? Poirot referma la lettre. Alors, Hastings, nous sommes peut-être en train d'élucider un crime vieux de 30 ans, et dont les conséquences n'ont pas fini de saigner. Nous étions restés de longues minutes silencieux, assis de part et d'autre de la loge. Poirot, le menton appuyé sur ses doigts, réfléchissait intensément. Puis il se leva brusquement. « Hastings, il est temps de revoir Madame Yassémine. » La soprano nous reçut avec cette dignité un peu distante qu'elle savait si bien maîtriser, mais ses yeux portaient encore les traces d'une nuit sans repos. Poirot parla peu. Il lui montra le mouchoir brodé, puis un fragment des lettres, pas assez pour l'accuser, mais assez pour éveiller. Elle pâlit. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» Poirot répondit simplement « Parce que vous avez chanté, hier, un air que seul Liras Markarian connaissait. Il n'a jamais été publié, il figurait dans une des lettres. » Un silence lourd s'abattit, puis elle souffla. « Ma grand-mère m'a élevé jusqu'à mes 10 ans. Elle m'appelait son rossignol. Je ne savais rien d'autre. Ma mère est morte jeune. » Poirot ferma les yeux. « Vous êtes peut-être la clé d'un passé que l'on a tenté d'étouffer. » Elle le fixa, bouleversée. « Mais alors, pourquoi tuer Demire ?» Poirot se tourna vers moi. « Voilà, Hastings, ce n'est pas la vérité que l'on a voulu effacer, c'est son retour possible. » Nous quittâmes la loge avec un mélange d'émotions et de perplexité. Les révélations s'imbriquaient, les liens se formaient, mais le mobile du meurtre restait flou, trop diffus pour Poirot, dont l'esprit cherchait toujours le centre exact du labyrinthe. Un secret de naissance ne tue pas un homme, Hastings, mais la peur qu'il soit révélé, si. Je le vis observer les corridors avec plus d'attention que jamais. Chaque recoin semblait suspect. Chaque silhouette portait son masque. Dans un coin des loges, un violoniste âgé discutait à voix basse avec la harpiste. Cette dernière leva les yeux sur nous. Elle nous fixa longuement, sans sourire. Poirot s'arrêta net. Elle sait. Je ne compris pas tout de suite à quoi il faisait référence. Elle sait qu'un lien existe entre Yassémine et Liraz, et elle craignait peut-être que Demire, le ténor, l'ait compris. Je me rappelais alors un échange rapide, la veille, entre lui et la harpiste. Quelques mots murmurés à la fin d'une répétition. Une colère sourde, Poirot, comme s'il lisait en moi, confirma. Il y a eu menace,
et peut-être chantage. Nous poursuivîmes notre marche dans le silence, mais je savais, au regard de Poirot, que le filet se resserrait. Le lendemain matin, la troupe s'était rassemblée sur scène pour une ultime répétition, dans un silence tendu où flottait une appréhension presque palpable. Yasémine, droite comme une statue, chantait d'une voix qui semblait trembler moins de fatigue que de volonté. La harpiste, quant à elle, s'était retirée au fond de la scène, à demi dissimulée dans l'ombre des projecteurs. Poirot, à mes côtés dans la salle, m'ordonna soudain d'un geste de ne pas parler. Son regard était rivé sur les cintres au-dessus de la scène, et je vis alors ce qu'il avait remarqué. Un léger mouvement, imperceptible, dans un panneau de décor suspendu. Il se leva au moment même où un craquement sec retentit, suivi d'un cri. Un élément de décor, une fausse colonne sculptée, venait de se détacher brutalement. Il s'écrasa à quelques centimètres de la harpiste, qui, pétrifiée, n'avait eu que le temps de se jeter de côté. Un vacarme s'éleva, entre cris et panique. Poirot traversa l'allée centrale, avec la rapidité d'un homme bien plus jeune qu'il ne l'était. Il se pencha vers la harpiste, lui toucha l'épaule. « Vous n'avez rien ?» Elle secoua la tête, tremblante. Poirot ne dit rien de plus, mais son regard s'éleva lentement vers les câbles du plafond, et je compris, à l'expression de son visage, que cette chute n'avait rien d'un accident. À l'issue de la confusion, Poirot exigea que l'on fasse baisser les cintres et que l'on examine le mécanisme. Kemal Bey tenta d'objecter. Il fallait respecter le planning, la générale était proche, mais mon ami se montra inflexible. Accompagné d'un machiniste que l'on appela en urgence, il grimpa sur la passerelle technique qui surplombait la scène. Moi, resté en bas, je le vis inspecter chaque poulie, chaque câble, avec cette méticulosité qui le rendait unique. Après un long moment, il redescendit, tenant entre ses doigts gantés un fragment de corde effiloché et une pièce métallique noircie. « Ce câble, dit-il à voix basse, a été intentionnellement sectionné, mais de manière à ce que cela ne se voie qu'au moment où la tension devenait trop forte. » Il montra la coupure nette, dissimulée sous une gaine de tissu. Un travail d'expert, et surtout un travail fait dans l'ombre. Kemal Bey blêmit, mais seul le personnel technique a accès à ces zones. Justement, répondit Poirot, il ne s'agit pas d'un intrus, mais de quelqu'un qui sait précisément comment les choses fonctionnent ici. Il regarda la harpiste, assise, pâle, sur une chaise. Et peut-être de quelqu'un qui ne voulait pas tuer aujourd'hui, mais envoyer un avertissement. Dans les heures qui suivirent, Poirot interrogea discrètement les machinistes. La plupart furent sincères, ou du moins assez désarçonnés pour ne pas dissimuler leur malaise. Mais une chose revint à plusieurs reprises. L'accès aux passerelles n'était pas aussi contrôlé qu'on le croyait. Il existait une ancienne échelle en coulisses, rarement surveillée, menant aux étages techniques. Et tout le personnel de longue date en connaissait l'existence. Il y a donc, Hastings, au moins une entrée oubliée ou négligée que notre coupable aurait pu utiliser sans éveiller les soupçons. Je hochai la tête, frappé par la justesse de cette remarque. Cela signifie que ce n'est pas un amateur, ni un spectateur, ni un simple invité. Non, non, c'est quelqu'un d'ici, quelqu'un qui a grandi dans cet espace. Poirot s'arrêta, comme s'il entendait quelque chose résonner en lui seul. Un assassin qui ne tue pas comme on poignarde dans la rue, mais comme on joue une scène, avec précision, avec rythme et avec mémoire. Je me tus, songeur. Quel genre de personne pouvait manipuler ainsi le théâtre, s'y fondre sans jamais être vu, et frapper sans haine apparente?
et dans ce silence, j'eus la troublante intuition que le prochain acte ne tarderait pas à être joué. Ce fut dans son bureau que Poirot demanda à parler de nouveau à Kemal Bey. L'homme, plus nerveux qu'à l'accoutumée, nous reçut sans dissimuler son irritation. « Encore une fois, monsieur Poirot, je vous ai déjà dit tout ce que je savais. » Poirot s'assit, les mains croisées sur son genou. « C'est justement cela qui me trouble, monsieur le directeur. Vous m'avez affirmé être né en 1908 et n'avoir que 7 ans au moment de la disparition de mademoiselle Markarian. Oui, c'est exact. Et pourtant, dans un registre d'archives trouvé dans les papiers de l'opéra, votre nom apparaît comme assistant machiniste dès 1917, ce qui vous donnerait 9 ans. Kemal Bey pâlit légèrement. Mon père portait le même nom que moi. C'était sans doute lui. Poirot acquiesça doucement. Peut-être. Mais je note que cette confusion d'identité revient souvent chez vous. Vous évoquez des souvenirs d'enfance dans les couloirs de l'opéra, et pourtant, vous prétendez n'avoir rien vu, rien entendu. Le silence s'épaissit. À moins que ce ne soit volontaire, bien sûr. Le directeur baissa les yeux. Liraz n'a jamais été oubliée, monsieur Poirot. Mais il valait mieux ne pas parler d'elle, pas à cette époque. Poirot se leva. Et maintenant, est-ce encore mieux de se taire? Il n'eut aucune réponse, mais dans ce mutisme se glissait déjà une forme de reconnaissance. De retour dans notre loge, Poirot marchait lentement, les mains derrière le dos. Je le connaissais assez pour savoir que c'était à ce moment précis que l'intrigue commençait à prendre forme dans son esprit, non pas dans sa logique seule, mais dans ce qu'il appelait, avec son humour discret, la psychologie des sentiments. « Hastings, dit-il enfin, vous souvenez-vous du masque que nous avons trouvé sous la loge condamnée ?» Bien sûr. Il symbolisait peut-être plus qu'un simple souvenir. Il annonçait un rôle, une reprise, une réapparition. Je fronçai les sourcils. « Vous parlez du fantôme ?» Justement, je ne crois plus à un fantôme, je crois à une mise en scène, à un personnage soigneusement composé. Quelqu'un ici a voulu que l'on parle de malédiction, de voix invisibles, et tout cela pour masquer un dessein bien réel. Je me tus. Poirot poursuivit, son ton devenant plus intime. Imaginez, Hastings, une personne dont l'existence elle-même est une imposture, une vie passée à jouer, une vie à cacher qui elle est. Le théâtre est son abri, son refuge. Et lorsqu'un élément du passé menace cette illusion, elle frappe. Il marqua une pause, puis ajouta « Le meurtre n'est peut-être pas l'aboutissement de la haine, mais la défense d'un mensonge essentiel. » Et dans sa voix, il n'y avait ni jugement, ni condamnation. Seulement l'intuition que le rideau n'avait pas encore fini de se lever. Ce soir-là, Poirot assista de nouveau à une répétition. Mais cette fois, il ne regardait ni la scène, ni les musiciens. Il observait les visages, les infimes crispations, les gestes que l'on croit anodins. La harpiste était là, concentrée, droite, presque figée. La soprano, quant à elle, semblait plus fragile que jamais. Le jeune baryton, que l'on n'avait plus vu depuis la veille, arriva en retard, l'air fiévreux. Tous semblaient jouer, non leur rôle d'artiste, mais celui que la situation exigeait d'eux. À l'entracte, Poirot se leva, descendit les marches, et alla trouver Kemal Bey au bord de la Seine. « Monsieur, j'ai une dernière question, » dit-il calmement. « Une question très simple. Laquelle? Qui parmi vous tous aurait le plus à perdre si la vérité sur Liraz Markarian éclatait? » Le directeur blêmit, mais avant qu'il ne réponde, la harpiste apparut derrière nous. Elle tenait encore ses gants dans la main. Pourquoi poser cette question maintenant? Poirot se tourna vers elle.
Parce que les masques tombent toujours, madame, et certains sont cousus trop près du visage pour être enlevés sans douleur. » Elle ne répondit pas, mais je vis, dans ses yeux, passer une lueur étrange, ni colère, ni peur, quelque chose d'ancien, d'épuisé. Poirot reprit sa place, sans un mot de plus. Et moi, dans l'ombre des loges, je sentis que l'enquête avait changé de nature. Il ne s'agissait plus seulement d'un crime. Il s'agissait d'un passé qui refusait de mourir. C'est par une intuition discrète que Poirot nous mena ce jour-là dans l'atelier de couture de l'Opéra, un lieu que l'on ne montre jamais, niché entre deux escaliers de service. Il y régnait une odeur de laine chauffée et de tissu amidonné, une odeur ancienne qui semblait avoir traversé les décennies sans se faner. Une femme y travaillait encore, malgré son âge très avancé. Assise devant une machine récalcitrante, les yeux pâlis par les ans, elle leva la tête en voyant entrer mon ami. « Vous êtes bien en retard, monsieur le détective, » dit-elle simplement, comme si elle nous attendait depuis toujours. Poirot s'inclina légèrement. Il parle avec la douceur qui le caractérisait face aux âmes oubliées. Il ne nomma pas Liras Markarian tout de suite. Il parle d'une époque, d'un chant, d'un rideau, d'un nom que l'on ne brodait plus sur les étoffes. Et la vieille femme répondit, lentement, mais sans hésitation. « J'ai vu une robe disparaître sans qu'on ose l'enlever du porte-cintre. Une robe de saine rouge, je l'ai cachée, je n'ai jamais osé la jeter. » Poirot la regardait comme on regarde une voix qui revient de très loin. Elle aimait quelqu'un? Elle a aimé, mais pas comme il fallait. Puis elle ajouta, presque pour elle-même. Il y avait trop de silence autour d'elle. C'est cela qui l'a fait disparaître. Nous nous étions installés dans un coin de l'atelier, sur deux chaises branlantes, pendant que la vieille couturière, nommée Nourane, reprenait le fil d'un récit qu'elle n'avait jamais osé dérouler tout entier. C'était pendant la guerre, 1915, il y avait Liraz et une autre femme. Elle aussi faisait partie de la troupe, une costumière comme moi, mais plus jeune. Elle se regardait comme on ne regardait pas à cette époque. Poirot écoutait, le regard fixé sur les mains ridées qui pliaient machinalement une étoffe oubliée. C'était un amour discret, ou du moins, elle le croyait. On a dit qu'un chanteur les avait dénoncés, ou un membre de l'ambassade. J'ai toujours pensé que ce n'était pas un homme, mais une femme, jalouse. « Que s'est-il passé ?» demandai-je doucement. « On les a séparés. Liraz a chanté un soir, puis elle n'est jamais revenue. L'autre, elle a quitté l'opéra quelques semaines plus tard. On a dit qu'elle était tombée malade. Moi, je crois qu'elle était enceinte. » Poirot ne dit rien, mais je voyais son esprit assembler les fragments, comme on recoud une doublure déchirée. « Vous avez gardé cela pendant tout ce temps. » Elle hocha lentement la tête, parce qu'aucune de nous n'avait le droit de parler, et que le silence finit par coller aux doigts. De retour dans notre loge, Poirot ouvrit de nouveau les lettres de Liras, mais cette fois, il les relut à voix basse, non comme des preuves, mais comme des échos, des mots tissés dans l'ombre, des fragments d'une vie étouffée. Hastings, tout s'éclaire à présent. Ces lettres ne parlent pas uniquement d'un homme, mais d'une dissimulation, d'un lien interdit, et surtout d'un enfant né hors des regards. Je me souvenais de l'enveloppe, du prénom effacé. Vous croyez que cet enfant, c'est la harpiste? Pas seulement. Elle ne connaît peut-être rien de ses origines, mais elle porte en elle le poids de cette mémoire. Le parfum, le masque, la musique perdue. Ce sont des signes, des appels muets. Poirot se leva et se mit à marcher. Elle est revenue ici, non pas pour jouer de la harpe, mais pour entendre quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu.
pour comprendre un silence transmis de mère en fille. Je restais songeur. Vous pensez qu'elle a tué pour cela? Non, Hastings. Je pense qu'elle a agi pour empêcher que quelqu'un ne salisse cette mémoire. Il se pencha sur le masque posé sur la table. Et maintenant, elle doit choisir entre révéler la vérité ou continuer à jouer un rôle qui n'est pas le sien. Ce soir-là, alors que la répétition s'achevait, Poirot me fit signe de m'attarder dans les loges. Il voulait vérifier une dernière chose. Nous suivîmes les couloirs sombres, là où les murs suintent de souvenirs. Dans une loge condamnée, l'odeur nous saisit, ce même parfum, discret mais tenace, que nous avions déjà senti dans les jours précédents. Un parfum ancien, poudré, que Poirot identifia sans hésitation. Smyrne, 1913, une maison de parfumerie disparue. Il se pencha vers le dossier d'un fauteuil. Sous l'étoffe, un petit flacon avait été glissé dans une doublure. Il le sortit, le fit tourner doucement entre ses doigts. Ce parfum n'a pas été recréé. Il a été préservé, conservé précieusement, comme un souvenir de ce qui fut. Je le regardais, bouleversé par la simplicité du geste. Elle ne veut pas oublier Poirot, non, mais elle ne veut pas non plus raconter. Il ferma les yeux. Ce parfum n'est pas un message. C'est un deuil, un lien, une douleur si profonde qu'elle a fini par devenir invisible, comme une note trop basse pour être entendue. Et je compris alors qu'un meurtre pouvait aussi naître d'une fidélité silencieuse. Le lendemain, nous apprîmes que la direction de l'opéra envisageait d'annuler la représentation finale. Trop de tension, trop de rumeurs nuisibles à l'image du théâtre. Poirot réagit aussitôt. Ce serait commettre un second crime, Hastings. Étouffer une voix, une fois de plus. Il demanda à voir Yasmine. Elle accepta de nous recevoir dans sa loge. « Mademoiselle, dit-il sans détour, votre mère n'était pas celle que l'on vous a nommée. Elle était la mémoire vivante de ce théâtre, et votre voix, aujourd'hui, est son écho. » Elle resta sans voix, puis, très bas. Pourquoi Demire est-il mort? Parce qu'il a deviné, parce qu'il a voulu tout révéler à la presse. Il ne l'a pas fait par méchanceté, mais par orgueil. Il voulait être celui qui levait le voile. Yasmine détourna les yeux. Poirot ajouta « Et quelqu'un ici ne supportait pas que cette vérité soit soumise au jugement du public. » Je pensais alors à la harpiste, à son silence, à ses regards. Poirot, lui, fixait le miroir. On n'a pas tué par haine. On a tué pour protéger une douleur. Et dans ce geste, il y a peut-être plus d'amour que dans 100 déclarations. La nuit tomba sur Istanbul avec cette langueur orientale qui brouille les contours du réel. Nous étions seuls dans l'auditorium, éclairés par une unique lampe de veille. Poirot se tenait au centre de la scène, immobile, comme s'il écoutait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. « Hastings, tout cela n'est pas une simple enquête. C'est un chant, un lamento enfoui, que quelqu'un essaie de rejouer. » Je hochai la tête. « Vous croyez qu'elle parlera? Peut-être pas, mais elle jouera, et dans sa musique, elle dira ce qu'aucune parole ne pourrait formuler. » Je me tus. Il y avait dans ces murs une vibration étrange, comme si les pierres elles-mêmes gardaient mémoire des larmes, des rires, des silences imposés. Poirot posa une main sur le rideau de scène. Les voix étouffées ne meurent jamais tout à fait. Elles vibrent ailleurs. Je le regardais avec une émotion que je n'aurais su nommer. Et dans ce silence absolu, je crus entendre, un instant, une note suspendue, comme un souffle ancien. Le fantôme ne pleurait pas. Il chantait encore. Lorsque Poirot m'annonça son intention de réunir tous les protagonistes dans la grande salle de l'opéra, j'avoue que je fus surpris par son choix.
L'endroit avait été le théâtre de trop de tensions et de soupçons. Pourtant, il insista. « Il faut que la vérité soit révélée là où le mensonge s'est joué, mon ami. » À la nuit tombée, nous nous retrouvâmes dans le vaste auditorium, désormais désert. Les chandelles disposées çà et là projetaient des ombres vacillantes sur les fauteuils rouges et les balcons silencieux. Chacun arriva, à l'heure dite, comme appelé par un pressentiment. Yasémine, le directeur Kemal Bey, la harpiste, le regard toujours fuyant, le jeune baryton et quelques membres de la troupe. Tous s'installèrent sans mot dire, comme si le lieu imposait le silence. Poirot se leva lentement. « Mes amis, ce soir, vous allez entendre la vérité. Non celle des journaux, ni celle des souvenirs déformés, mais celle que les murs eux-mêmes ont tenté de murmurer à qui voulait bien les écouter. » Je sentis, dans ce moment suspendu, que quelque chose allait se briser ou se libérer. Poirot prit la parole avec cette lenteur étudiée qui donnait à ses phrases un poids singulier. Il parlait non plus en détective, mais en maître de cérémonie. Les regards convergèrent vers lui, fascinés malgré eux. Le prétendu fantôme qui hantait ce théâtre n'en était pas un. Il s'agissait d'un leurre, une illusion savamment entretenue par des effets discrets, un parfum ancien, un masque oublié, des pas furtifs dans les coulisses. Un frisson parcourut l'assemblée. Ce fantôme n'avait rien de surnaturel. Il avait une fonction, raviver une mémoire volontairement étouffée. Il fallait que quelqu'un se souvienne de Liraz Markarian, cette voix effacée non par la mort, mais par l'oubli organisé. Kemal Bey se leva, agité. « Ce sont des suppositions, monsieur Poirot. Des constructions romanesques. Non, monsieur, ce sont des déductions. » Poirot se tourna vers Yasémine. « Le rôle que vous avez joué, mademoiselle, n'était pas seulement musical, il était historique. Votre retour a réveillé des douleurs que certains croyaient éteintes. » Puis d'une voix plus grave encore, « Mais vous n'avez pas été seul à orchestrer cela, car derrière chaque illusion, il y a une main, et celle qui a tiré les fils a aussi versé le sang. » Poirot s'approcha alors de la harpiste, dont les mains tremblaient imperceptiblement sur le tissu de sa robe. Il la fixa longuement, sans agressivité, mais avec une tendresse pénétrante. « Vous n'avez jamais connu votre mère, n'est-ce pas ?» Elle voulut répondre, mais aucun son ne sortit de sa gorge. « Elle vous a été arrachée avant même que vous puissiez l'appeler ainsi. Mais vous avez grandi avec son parfum dans l'air, sa voix dans les murs, son absence comme une présence trop lourde. » Un silence glacial s'installa. La harpiste ferma les yeux. « Vous êtes la fille de Liraz Markarian, » dit Poirot doucement. « Vous avez retrouvé les lettres, le masque, le parfum, et vous avez compris. Vous avez compris que ce théâtre vous avait pris quelque chose, et que vous ne pouviez avancer sans restituer un peu de justice à votre mère. » Elle secoua la tête, les larmes au bord des cils. « Je ne voulais pas. Je voulais seulement qu'on se souvienne d'elle. » Poirot hocha la tête. « Et pour cela, vous avez créé un fantôme, une présence entre les murs. Mais la mort du ténor n'était pas prévue. Ce n'était pas votre volonté première. » Elle murmura alors. Il allait tout déformer, tout salir. Et dans sa voix, il n'y avait plus que tristesse. Alors que l'émotion étreignait encore l'assemblée, Poirot se tourna vers le jeune baryton. Celui-ci pâlit brusquement, comme s'il avait su, depuis le début, que son tour viendrait. « Vous l'aimiez, n'est-ce pas ?» Le jeune homme baissa les yeux. « Et vous avez voulu l'aider, mais au dernier moment, vous avez tenté de l'en empêcher. » Personne ne bougea. Poirot poursuivit.
Vous avez découvert ce qu'elle projetait de faire, à demi-heure. Vous avez compris qu'elle était allée trop loin. C'est vous qui avez tenté de réparer les poulies après le sabotage, espérant m'éviter un second drame. Un murmure de stupeur parcourut l'assistance. Le baryton releva lentement la tête. Je voulais juste la protéger de sa propre douleur. Poirot s'inclina légèrement. Vous n'avez pas tué, mais vous avez aidé à maquiller la vérité. Et ce silence-là, monsieur, est une complicité. Le jeune homme ne répondit pas, mais dans son regard, une brume épaisse se levait enfin. Celle du remords, peut-être, ou simplement du soulagement d'avoir cessé de mentir. Et pendant un instant, le théâtre sembla retenir son souffle, comme si les murs eux-mêmes attendaient encore une confession. La harpiste s'était levée. Elle se tenait au centre, droite malgré le tremblement de ses épaules. Elle regarda Poirot, puis chacun, des visages autour d'elle. J'ai vécu toute ma vie dans le silence d'une mère qu'on ne m'a jamais présentée. J'ai grandi dans l'ombre de sa disparition. Sa voix se brisa un instant, mais elle reprit. Ce théâtre lui a pris sa voix, son amour, sa dignité. Il ne me restait que le silence, alors j'ai voulu qu'il parle à nouveau. Elle se tourna vers le directeur. « Vous saviez, n'est-ce pas ?» Kemalbey ne répondit pas. Son visage s'était figé. « J'ai seulement voulu que quelqu'un écoute, même à travers le mensonge d'un fantôme. » Puis elle baissa les yeux. Demire voulait révéler l'histoire, mais à sa manière, avec brutalité, avec spectacle. Il allait salir ce qui, pour moi, était sacré. Elle s'arrêta, puis... Je ne l'ai pas poussé, mais j'ai souhaité qu'il tombe. Je n'ai rien fait pour l'empêcher. Un silence lourd tomba sur l'assemblée. Poirot s'approcha et posa une main légère sur son bras. Ce que vous avez porté n'est pas un crime, mais ce que vous avez laissé faire, oui. Et elle s'effondra, enfin, dans un sanglot silencieux. Le théâtre retrouva son calme. Les chandelles, presque consumées, projetaient des lueurs mourantes sur les fauteuils vides. Plus personne ne parlait. Poirot restait immobile, les bras croisés, le regard perdu dans la voûte du plafond, comme s'il écoutait encore les ultimes soupirs d'une musique oubliée. Il y a des vérités, Hastings, que l'on enterre sans l'avoir décidé. Mais elles ne meurent pas. Elles survivent dans les gestes, dans les silences, dans les murs. Je ne sus que répondre. Tout me paraissait infiniment lourd, et pourtant curieusement apaisé. Poirot ajouta. Ce théâtre a été le témoin de douleurs que l'on croyait muettes. Ce soir, elles ont parlé. À travers une fille, un parfum, une harpe et un fantôme. Il se retourna enfin. Ce n'est pas le crime que je retiens. C'est le besoin d'amour, Hastings, même derrière le masque. Et alors que nous quittions lentement l'opéra, j'eus la certitude étrange que les murs respiraient à nouveau, non plus pour cacher, mais pour se souvenir. Ce que j'admirais toujours chez Poirot, outre la rigueur de sa moustache, naturellement, c'était sa capacité à assembler les fragments épars d'une histoire, comme s'il en possédait depuis toujours le motif caché. Assis dans notre salon provisoire à l'auberge, il retraça devant moi les fils invisibles qui, ensemble, formaient le tissu de cette tragédie. Le masque, Hastings, vous vous souvenez? Abandonné, presque négligemment, sur une console de loge, mais trop propre pour être ancien, trop silencieux pour ne pas parler. Je hochai la tête. Et ce parfum, n'est-ce pas, mon ami? Il ne flottait pas par hasard dans les couloirs. Il était la signature d'un souvenir, le même que celui des lettres, rédigé avec une main tremblante, mais une âme intacte. Chaque objet, chaque indice, avait porté avec lui un éclat d'oubli, mais ensemble, ils révélaient une mémoire soigneusement maquillée, qu'une douleur transmise n'avait jamais vraiment permis d'effacer.
Rien n'est innocent, Hastings. Surtout pas ceux que l'on croit désuets ou perdus. L'épreuve, voyez-vous, ne se présente pas toujours dans un éclat dramatique. Elle se glisse, lentement, dans les recoins de la conscience. Et moi, en l'écoutant, je songeais que jamais les apparences n'avaient été aussi savamment détournées pour une cause que même la vérité ne pouvait tout à fait condamner. Tard ce soir-là, après que Poirot se fut retiré dans sa chambre, je demeurai seul avec les lettres. Elles étaient là, devant moi, dans une boîte que la harpiste avait laissée derrière elle. Jaunies, parfois froissées, certaines à peine lisibles, elles portaient en elles la pudeur des douleurs longtemps tues. Je les touchai, avec une sorte de révérence. Chaque pli semblait chargé d'un souffle, d'un frisson contenu. Une en particulier, rédigée à l'encre violette sur un papier de soie, m'émut plus que je ne saurais le dire. Elle parlait de séparation, de promesses murmurées dans un théâtre vide, de regards volés à l'abri des regards. Puis mes yeux tombèrent sur un fragment de rideau taché, conservé, semble-t-il, par la harpiste comme une relique. Le velours portait une trace brune, presque noire. Je n'osais imaginer s'il s'agissait du sang de Demire ou d'un souvenir plus ancien encore. Je me surpris à murmurer « Que reste-t-il lorsque la scène s'éteint ?» Le silence me répondit. Mais ce n'était pas un silence creux. C'était celui, grave et immobile, de ceux qui ont trop vu et qui savent que le passé, même oublié, laisse toujours des empreintes là où l'on croyait les avoir effacées. Le lendemain, assis face à ma tasse de thé refroidie, je laissais mon esprit vagabonder. Ce n'était pas tant le crime, ni même sa résolution, qui me hantait désormais, mais ce qu'il révélait de plus ancien, de plus enraciné, ces lignées dissimulées sous les convenances, ces filiations disjointes que la honte ou la peur avaient reléguées dans l'ombre. Je pensais à la harpiste, élevée loin de sa mère, nourrie au silence, imprégnée d'un vide qu'aucune note de harpe n'aurait pu combler. Était-ce cela, finalement, le vrai poison, non le meurtre mais l'héritage de l'oubli, transmis sans un mot? Je me souvenais alors d'un mot de mon propre père, prononcé bien des années plus tôt. Ce que l'on tait devient le cœur même de ce que l'on transmet. Et je compris, sans que Poirot eût besoin de le dire, que cette affaire avait touché quelque chose de plus profond que la simple justice. Elle avait mis à nu ce que les familles, les nations, les théâtres eux-mêmes s'efforcent parfois de taire. La vérité trouble de leurs origines. Je n'avais pas de réponse, mais je portais désormais, en moi, la conscience douloureuse que certains silences sont aussi lourds qu'un nom effacé. Le lendemain matin, la harpiste fut conduite hors de l'opéra, encadrée par 2 officiers. Il n'y eut ni cri, ni regard de défi. Elle avançait lentement, comme si elle portait dans ses bras un instrument invisible. Je m'attendais à voir Poirot triomphant, sûr de lui. Mais c'est un homme grave que j'accompagnais ce jour-là. Il ne disait rien. Son regard suivait la jeune femme avec une étrange douceur. « Vous souffrez, Poirot ?» demandai-je enfin. Il m'adressa un sourire sans chaleur. « Hastings, il y a des vérités que l'on révèle sans plaisir. Elle n'a pas agi par cupidité, ni par vengeance gratuite, mais par amour, blessé, abandonné, puis transformé en besoin de réparation. » Je le regardai, surpris par sa compassion. Et pourtant, elle a tué, n'est-ce pas? Elle a laissé faire. Ce n'est pas la même chose, mais la loi, elle, ne fait pas toujours ces distinctions-là. Nous observâmes ensemble la voiture s'éloigner dans les rues encore humides. Poirot murmura alors, presque pour lui-même. « C'est une justice, oui, mais elle a le goût de cendre. » Et je compris dans ce moment suspendu que même les vérités les mieux construites laissèrent parfois
un vide que rien ne comblait, pas même l'éclat du raisonnement. Les jours suivants furent empreints d'une étrange effervescence. L'opéra, que l'on avait cru sali à jamais par le scandale, préparait déjà une nouvelle représentation. Mais celle-ci n'était pas comme les autres. Le directeur, sous la pression du public et des artistes, annonça une soirée hommage à Liras Markarian. Pour la première fois depuis 1915, son nom serait prononcé à haute voix, inscrit sur l'affiche, chanté sur scène. Ce que la honte avait effacé, la musique s'apprêtait à le faire renaître. Je lus l'annonce dans le journal, la voix étranglée par l'émotion. « Elle aura sa place, enfin », dis-je à Poirot. Il acquiesça doucement. « C'est cela, Hastings. L'art est plus tenace que la haine. Il attend son heure. Et lorsqu'on l'étouffe, il revient par des chemins détournés, une harpe, un parfum, un souvenir. » La représentation fut donnée à guichet fermé. Les spectateurs applaudirent une jeune soprano qui interpréta, sans mot dire, le dernier air que Liras aurait dû chanter, si l'histoire ne l'avait réduite au silence. Et quand le rideau se leva, lentement, sur ce nom jadis effacé, je crus entendre dans les coulisses une respiration paisible, comme si le théâtre lui-même, après tant d'années, avait enfin retrouvé sa voix. Nous quittâmes l'opéra peu après. Le ciel était clair, lavé par la pluie récente, et les pavés résonnaient sous nos pas. Poirot marchait lentement, les mains croisées derrière le dos, le front légèrement penché. « Cette affaire, Hastings, dit-il sans se retourner, elle n'était pas comme les autres. » Je ne répondis pas. Il n'en avait pas besoin. Il s'arrêta devant l'entrée principale et posa sa main sur la pierre froide. Les murs, mon ami, ils nous blâment pas. Ils absorbent les soupirs, les aveux, les cris étouffés, et parfois, lorsqu'on sait écouter, ils parlent. Je suivis son regard vers l'ombre de la loge déserte. Elle est là, vous savez. Pas la meurtrière, mais l'autre, celle qui n'a jamais eu le temps d'exister. Nous restâmes là, un instant, dans un silence qui n'avait rien de pesant. C'était celui, noble et ancien, de l'art qui survit, des douleurs transfigurées et des vérités que la beauté sait révéler mieux que la justice. Et en quittant ces lieux, je compris que, parfois, ce ne sont pas les vivants qui réclament la parole, mais les absents. Le rideau est tombé, mais dans l'air flotte encore le parfum d'une vérité trop longtemps tue. Et vous, jusqu'où seriez-vous allé pour honorer un passé qu'on voulait effacer? Si cette histoire vous a touché, aimez-la, commentez votre réponse et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain murmure du mystère, car certaines voix, même étouffées, trouvent toujours le chemin du cœur.